Bon, mesdames et messieurs, rebonjour. Nous allons débuter notre session de l'après-midi avec un très grand défi. C'est la pire de toute la journée, c'est celle qui doit lutter contre la sieste. Les envies de continuer les discussions, celle d'aller prendre un second café. Bref, nous allons tenter de relever tous ces défis ensemble. Mais comme j'ai la chance d'être entouré d'un très brillant panel, ça va être extrêmement facile. Alors, pour entamer la conversation de cet après-midi, je vais commencer par attirer votre attention sur une affiche qui est située sur un des murs de la Ferdi et qui annonce un événement auquel Jean-Marc, ici présent, a participé, un événement passé, là, et qui s'interroge sur le rôle des sociétés, des laiteries, dans le développement agricole du Sahel. Et franchement, vous pouvez vous demander, après les envolées conceptuelles, globales, auxquelles nous avons participé ce matin, franchement, quelle importance peut avoir le sort des laiteries dans le Sahel. Pourtant, tout ce dont on va parler ici est au sujet de laiteries dans le Sahel, à Madagascar, partout dans le monde, et du reste. C'est-à-dire d'une certaine manière de ce qui compte. Et je vais essayer, en introduction de notre panel, de partager avec vous brièvement pourquoi ce sujet que nous avons abordé cet après-midi est un fameux sujet qui sort de l'ombre et qu'il faut faire sortir de l'ombre, et à quel agenda stratégique il correspond, ce qui légitime le fait que pour la Ferdi, ça soit un thème d'investissement de longue durée. Et pour visualiser ça, je vous propose de nous focaliser un instant sur le seul continent africain. 2 milliards d'habitants en 2050, quelque part entre 3 et 4 en fin de siècle. Mais du coup, 450 millions d'emplois à créer, de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail de plus de 15 ans d'ici à 2050. Et sans doute, au rythme de croissance annuelle que nous connaissons, pas plus de 220 à 250 millions d'emplois qui seront créés. Donc d'ores et déjà, un déficit de plus de 200 millions d'emplois, de jeunes condamnés à vivoter dans le secteur informel et qui, si nous n'arrivons pas à redresser cette pente, alimenteront les troubles politiques, l'instabilité sociale, l'émigration. Donc derrière ces chiffres, il y a l'enjeu fondamental de la création de l'emploi dans un continent en pleine mutation démographique, et création de l'emploi qui ne peut venir quantitativement, massivement, que de l'accélération de la croissance du secteur privé national. Or, la plupart des entreprises africaines de 2050 ne sont pas encore nées. L'Afrique est encore un continent vide d'entreprises, en termes relatifs, et où la création d'entreprises va être le moteur fondamental de la croissance économique additionnelle, de la croissance de l'emploi, mais aussi de la régulation des problèmes migratoires, mais aussi de la fabrication, de la durabilité du secteur productif, parce que toutes ces entreprises, elles vont devoir vivre non seulement avec les conséquences du changement climatique, mais aussi en tant que créateurs d'externalités environnementales éventuellement négatives qu'il va falloir gérer. Or, cet agenda de la création entrepreneuriale, c'est un des grands oubliés de nos discussions sur le développement des 30 dernières années. Pour une raison assez simple, elle ne tient pas au fait que l'économie du développement a considéré que le secteur privé était sans importance, mais en fait, elle s'est intéressée à deux sujets dans cet agenda du secteur privé. Elle s'est intéressée à la promotion des investissements directs étrangers, or apporteur de balance de devises pour les balances des paiements. Or, ces investissements directs étrangers ne vont contribuer que modestement durant les 30 prochaines années à la création d'emplois sur le continent. Et d'autre part, en ce qui concernait le secteur privé local, l'économie du développement et d'une certaine manière les politiques publiques ont été prisonnières d'une position qu'on pourrait qualifier de kantienne, c'est-à-dire une position qui n'a pas de main. La doxa, le mantra était « il faut s'intéresser à l'amélioration de l'environnement des entreprises et grâce à des bonnes politiques macroéconomiques, des bonnes infrastructures et des bonnes institutions, sans fleurs surgiront et la prairie africaine sera peuplée de bourgeons et sera une prairie grasse. » En fait,
nous avons assisté dans les 20-30 dernières années à une faillite complète de cette approche. Certes, l'amélioration, il y a eu une amélioration légère de l'environnement des entreprises. Certes, l'investissement public a massivement repris sur le continent africain après la fin des années d'ajustement structurel, mais en fait, on n'a pas assisté à une émergence suffisamment rapide de ce tissu entrepreneurial pour faire face aux défis démographiques. Et ceci nous amène à aujourd'hui nous intéresser au pourquoi de cette situation et en fait à rentrer dans le dur de la fabrique entrepreneuriale qui ne tient pas à un instrument magique, unique, qui résoudrait tout, mais à la création d'écosystèmes favorables qui tiennent, certes, bien sûr, à l'agenda des infrastructures, à l'agenda macroéconomique, à l'agenda institutionnel, mais rentrent aussi dans des problématiques comme celle de la formation technique et entrepreneuriale, comme celle de l'incitation et de l'accélération de la naissance des entreprises à travers tous les financements qu'on qualifiait en bon bas breton de seed, qui s'intéresse bien sûr à l'apport d'instruments financiers pour permettre au secteur bancaire de faire davantage son travail. Et nous parlerons ici notamment des instruments de garantie, mais également de toute la problématique des fonds propres, puisque nous vivons un continent qui, notamment du fait de son expansion démographique et de la faiblesse de la transition démographique, génère une épargne intérieure faible. Et donc n'est pas en mesure non plus d'apporter les fonds propres qui sont nécessaires à ce tissu entrepreneurial. Ce tissu entrepreneurial, et du coup, nous sommes, exception n'est pas la règle, dans un agenda de politique publique qui est finalement assez clair. Assez clair. On a des objectifs, rappelons-nous, 450, 220, voilà. Ce sont des objectifs quantitatifs clairs. On sait quel est le résultat qu'il faut être obtenu. Nous avons également des cibles pratiques claires. Nous savons que pour atteindre cet objectif, il faut permettre à davantage d'entrepreneurs de sortir plus rapidement du garage dont ils ne sont pas encore sortis. Il faut permettre aux jeunes pousses qui sortent et leurs entrepreneurs de traverser plus rapidement la vallée de la mort entrepreneuriale et d'y périr moins que ce qui est le cas aujourd'hui. Et il faut que, étant sortis de la vallée de la mort, ces entreprises croissent plus rapidement qu'elles ne le font aujourd'hui, ce qui convoque, encore une fois, ces sujets de financement, de formation, mais des sujets aussi d'organisation des marchés. Et on a tous en tête les vieux agendas de l'intégration régionale, par exemple. Donc, cette préoccupation qui est exprimée comme celle-là, comme ceci, peut paraître très contemporaine et très neuve, et qui tourne le dos, je crois, à un certain nombre de préjugés idéologiques sur la façon dont l'appui à la croissance économique a été construite, plonge également ses racines dans des très vieilles préoccupations, mais aussi dans des gammes d'instruments qui sont bien connus dans les pays industrialisés, parce que, par exemple, une bonne partie de ce qu'au nom de l'idéologie, on s'est beaucoup interdit dans les pays en développement, les banques publiques de développement, les systèmes de financement de start-up à travers l'incubation, l'accélération, etc., est en fait pratiqué massivement, y compris dans les économies les plus industrialisées, les plus développées. Alors, pour nous aider à rentrer dans cet agenda, on a un superbe panel. Pour gagner du temps, puisque nous avons une contrainte forte qui est de terminer à l'heure, à 16h. D'une part, je serai un gardien impitoyable du temps, et donc je présente d'ores et déjà mes excuses à mes brillants panélistes. Mais nous allons, et donc du coup, là aussi, pour gagner du temps, je ne présenterai pas chacun d'entre eux. Ils sont très précisément évoqués en leurs titres et qualités, comme nous disons toujours dans le programme. Et en plus, nous avons la chance dans cette salle de les connaître déjà, les uns et les autres, très bien, pour les avoir fréquentés dans de nombreuses années. Et du coup, nous allons pouvoir d'emblée commencer par l'audition d'une vidéo d'une dame qui s'appelle Fatoumata Ba. Alors pour le coup, que je vais devoir introduire parce que je crois qu'elle n'est pas dans le programme. Fatoumata Ba est une Ivoirienne. Elle a fait partie de la formidable aventure de la création de Jumia, cette licorne commerciale dont elle a été une des dirigeantes, et notamment la dirigeante de
sa filiale ivoirienne. Et depuis quelques années, elle est passée de l'autre côté de la barrière, elle est devenue investisseur et elle a lancé un fonds d'investissement à impact. Donc, j'imagine qu'elle va nous parler de ça, qui s'appelle Django, et qui est justement consacré à la promotion de l'entrepreneuriat africain. Et donc, si... Pardon ? Pardon ? Elle est dans le programme. Toutes mes excuses, je n'ai pas lu suffisamment le programme, j'ai droit à un mauvais point. Et si vous permettez, donc si Fabienne le veut bien, ou sa collègue, nous allons lancer cette présentation et puis nous continuerons notre tour de table. Je vous souhaite la bienvenue sur cette session, sur un sujet très cher à mon engagement, donc sur le financement de l'entrepreneuriat, comment dérisquer pour avoir de l'impact. Je suis Fatoumata Ba, fondatrice et présidente du fonds d'investissement Django Capital. Je voudrais d'abord souhaiter un excellent anniversaire à la Ferdi. J'aurais été particulièrement heureuse d'être avec vous pour souffler sur ces 20 bougies, ces 20 belles bougies. Il se trouve qu'en raison d'un déplacement à l'étranger prévu de longue date, je ne peux être parmi vous aujourd'hui. Mais je tenais absolument à passer un petit message à travers cette vidéo afin de rappeler tout d'abord que le développement du secteur privé, et en particulier celui des PME, revêt d'un défi crucial, afin à la fois de créer ces centaines de millions d'emplois dont nous avons besoin ces 30 prochaines années, mais aussi d'aussi et surtout stimuler le développement économique du continent de manière plus inclusive. Et pourtant, alors que l'Afrique est le continent le plus entrepreneurial du monde sans doute, nous nous heurtons à une difficulté de financement majeure et mon industrie, c'est du capital risque, en particulier pour les startups technologiques, n'y fait pas exception. Par exemple, nous représentons à l'heure d'actuelle moins d'1% des financements globaux dans le monde, alors que, comme vous le savez, nous sommes un peu plus de 17% de la population mondiale. Et même ce petit pourcentage est très inéquitablement réparti, que ce soit géographiquement, que ce soit en termes de taille d'entreprise, que ce soit en termes de secteur ou même que ce soit en termes de genre. Par exemple, vous avez systématiquement 4 pays en Afrique, donc le Nigeria, l'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud, qui représentent la quasi-totalité des financements, donc entre 70 et 90% des montants levés en fonction des dernières années. Alors que pour le coup, on sait que ces financements sont particulièrement importants pour avoir de l'impact. Et c'est justement dans les 50 autres pays qu'on a le plus besoin de technologies pour accélérer le développement. Une autre inégalité pour moi qui est assez criante, c'est vraiment celle en relation avec les secteurs d'activité. Donc, en général, dans le secteur des services financiers ou dans le secteur de l'accès à l'énergie, il y a de plus en plus de financements disponibles, que ce soit des fonds généralistes ou thématiques. En revanche, si vous entreprenez dans le domaine de l'agriculture, de la santé ou de l'éducation, qui sont des secteurs encore plus essentiels, il est fort à parier que le levée de fonds se transforme en chemin de croix. Une troisième notion qui est importante, je pense, c'est celle vraiment du cycle de vie de la PME, voire même de la start-up. Et s'il est vrai qu'il y a de plus en plus d'acteurs de private equity ou d'acteurs de capital risque late stage, donc une fois que les entreprises sont dérisquées, il faut rappeler que là où le besoin est le plus criant et les fonds font le plus défaut d'ailleurs, est vraiment la partie early stage, c'est-à-dire au stade de l'idée, voire au stade de l'amorçage. Et pour en revenir à cette notion de risque, c'est vraiment la partie la plus risquée aussi, parce qu'en fait, vous avez 70% des startups dans le monde qui meurent entre l'année 2 et l'année 3. Et c'est pour ça que c'est très important de nous attaquer à ce sujet du dérisking, parce que en étant investisseur à impact, on ne peut pas vivre avec une attrition de 70% de l'impact qui a été créé à travers le financement de ces mêmes startups. Aux États-Unis, vous avez des chiffres des fois encore plus choquants. Par exemple, le meilleur incubateur du monde qui s'appelle Y Combinator a un taux de succès aujourd'hui de l'ordre de 4%. Donc ça veut dire que jusqu'à 96% des startups qu'ils ont soutenues meurent. Et ils vivent très bien avec ça parce que leur modèle leur permet quand même d'avoir des performances économiques importantes pour continuer à lever des fonds auprès d'investisseurs de premier plan. Mais ce n'est pas un modèle aujourd'hui qui nous fait rêver sur le continent africain parce que c'est impossible de vivre avec 70 à 96% de l'impact créé qui disparaît
avec des startups, même si le rendement économique est au rendez-vous. Et enfin, il y a vraiment une disparité qui est très importante pour moi en particulier, en tant que femme entrepreneur par le passé, à travers mon aventure de e-commerçante en Afrique. C'est vraiment la disparité de genre. Sur le continent africain, vous avez un taux d'activité entrepreneuriale autour de 26%. C'est le plus haut dans le monde. Et le pays d'ailleurs dans le monde où vous avez le plus fort taux d'activité entrepreneuriale pour les femmes dans le monde, c'est le Ghana, avec près de 44%. Et pourtant, selon la BAD, nous avons un déficit de financement de l'ordre de 42 milliards de dollars. Et dans le même temps, beaucoup d'études, notamment celle de McKinsey, nous indiquent que si on arrivait à être plus équitable dans l'accès au financement sur le continent africain, on pourrait générer d'ici 2025 près de 300 milliards de dollars de PIB supplémentaires, c'est-à-dire presque 10 fois le PIB d'un pays comme le mien, d'un pays comme le Sénégal. Et c'est pour ça qu'au-delà de cette question du volume de financement, il faut s'intéresser à la question du risque, parce que ce soit en termes de perception du risque ou de risque réel, il y a un impact aujourd'hui, en tout cas une décorrélation entre le niveau de risque et la perception de la rentabilité pour les investisseurs et quelles que soient les classes d'actifs. Peut-être d'abord rapidement sur la perception du risque. C'est vraiment un sujet qui revient énormément. Si je prends un exemple d'une autre classe d'actifs, sur les sujets par exemple de project finance, il est connu que l'Afrique a le taux de défaut le plus faible du monde. Je pense que c'est de l'ordre de 5,5%. L'Amérique latine par exemple est autour de 12,9% et l'Afrique est même devant l'Europe de l'Ouest ou l'Asie sur cet indicateur de taux de défaut sur les projets d'infrastructures de type project finance. Et pourtant, aujourd'hui, ça ne se ressent pas dans sa capacité à lever des financements, que ce soit des financements de marché ou concessionnels, à la hauteur de ce niveau de risque. Et donc, il y a un vrai sujet de perception, en tout cas de décalage entre la perception du risque et la réalité du risque, qui est vrai sur toutes les classes d'actifs et qu'il faut adresser. Il y a beaucoup d'idées sur, par exemple, les agences de notation locales. Et certaines d'entre elles existent sur des segments de marché comme les PME dans un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, avec Bloomfield. Mais voilà, il nous faudrait peut-être un Standard & Poor's africain. Je sais que certains pays africains y réfléchissent déjà. Mais c'est vraiment un peu the elephant in the room, comme on dit. Ensuite, en s'agissant du risque réel, et pour revenir un petit peu à l'industrie du capital risque, il y a plusieurs pistes qui me viennent à l'esprit. La première, c'est vraiment la capacité des financements concessionnels à venir dérisquer le financement privé qui fait trop défaut, que ce soit un financement privé, commercial, international ou local. Et dans ce cas de figure, je pense que l'idée que j'aimerais défendre et peut-être voir développer dans le courant de ce panel, c'est la capacité à avoir davantage de fonds de première perte, donc de first loss, qui permettrait à des investisseurs commerciaux, encore une fois, qu'ils soient locaux ou internationaux, qui s'intéressent à des PME ou à des startups africaines, de pouvoir bénéficier d'un cofinancement concessionnel pour pouvoir dérisquer. Et des mécanismes comme ceci commencent à exister. Par exemple, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement ont mis en place un dispositif qui s'appelle Boost Africa, et dont mon deuxième fonds, par exemple, a bénéficié dernièrement. Et ça a été plus facile, je l'avoue, ensuite d'aller voir des investisseurs privés internationaux comme locaux pour les avoir comme souscripteurs du fonds. Une deuxième piste que je trouve intéressante à développer concerne vraiment les incentives. Par exemple, au Kenya, vous avez des incentives très, très fortes, des institutions pour pouvoir investir dans la tech kenyane, dans le secteur de l'ICT, Information Communication Technology. Bon, alors, on le sait, au Kenya, rien que M-Pesa représente 50% du PIB, donc ils ont compris le rôle moteur de la technologie et du capital investissement pour stimuler leur économie. Et il me semble qu'on peut avoir jusqu'à 30% du montant investi en forme d'incentive fiscale et sociale sur la durée de l'investissement. Et un exemple, je pense, qui est encore plus parlant, en tout cas moi, qui m'a beaucoup impressionné, c'est en Égypte. La Banque centrale égyptienne incentive les banques locales à soutenir le capital risque. Et j'en veux pour preuve le deuxième fonds du fonds de capital risque Sawari Ventures, qui visait environ 70 millions de dollars et qui a réussi à collecter
Alors, quasiment la moitié, donc environ 35 millions de dollars, avec 4 banques égyptiennes et qui ont pu bénéficier d'une incentive forte de la Banque centrale égyptienne pour accompagner ce fonds local de capital risque. Ça, je pense que c'est une piste très intéressante qui serait judicieux de répliquer à plus grande échelle. Et, peut-être comme troisième piste, je pense que tout ce qui est dispositif d'assistance technique pour pouvoir soutenir l'innovation et faire en sorte que les PME soient davantage finançables ou soient capables de transacter sur des plateformes technologiques peut permettre de réduire le risque de manière beaucoup plus directe. Alors, par exemple, aujourd'hui, dans notre fonds d'investissement 2, Django Capital Partners, a une équipe de gestion qui est assez hybride, qui est composée à la fois de professionnels de l'investissement, alors voilà, du sourcing à l'exécution de la transaction, au portfolio monitoring et à l'exit, mais peut-être de manière plus originale et aussi composée on appelle ça d'operating partners. Donc, ce sont des personnes qui ont été dirigeants de société, directeurs techniques, directeurs marketing, directeurs financiers, qui sont dans l'équipe du fonds, dans l'équipe de gestion du fonds, qui sont à 100%, qui ne sont pas facturés. Ce n'est pas de l'advisory, c'est vraiment la volonté, c'est vraiment d'accompagner les startups dans l'exécution opérationnelle de leur business model, voilà, pour dérisquer cette exécution, que ce soit au stade de ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire vraiment de faire leur preuve de marché, que ce soit au stade d'hypercroissance, donc vraiment d'arriver à planifier, que ce soit en besoin de fonds de roulement, en talent ou en opération, leur croissance, voire leur hypercroissance, ou même sur de l'expansion géographique. Et ce sont des professionnels aujourd'hui qui nous permettent d'avoir un taux de perte très en deçà des standards du marché. J'indiquais par exemple que l'acteur de financement early stage le plus populaire aux États-Unis, Y Combinator, a un taux d'attrition de 96%. La moyenne mondiale est de 110%. Sur notre fonds 1, alors qui était d'une plus petite taille, qui accompagnait 11 jeunes pousses, on est arrivé à des niveaux où, alors, quelques startups sont plus petites que ce qu'on souhaitait, mais pour l'instant, et on touche du bois, nous n'avons pas eu d'attrition. Et nous le mettons vraiment au crédit de ce partenariat gagnant-gagnant avec les operating partners qui permettent aux startups que nous accompagnons de dérisquer voilà, leur chemin de vie afin nous souhaitons, et nous en avons connu quelques-uns, bénéficier d'un exit qui leur permette à la fois de maximiser le retour financier à leurs investisseurs, mais aussi et surtout l'impact social et environnemental qu'ils visent. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que nous avons toute une palette d'experts de premier plan qui vont pouvoir partager avec vous leurs pistes de réflexion. Mais c'était important pour moi de contribuer à travers ces exemples concrets sur ce thème essentiel sur le financement et le développement des économies africaines. Je vous remercie. Oui. Oui, je crois que nous pouvons nous accorder sur le fait que Fatoumata a fait un excellent travail de balayage et de présentation, très incarné en plus dans son propre parcours personnel de notre sujet. Je dirais un peu dans une phrase de transition qu'en plus notre discussion se tient dans un moment particulier, puisqu'on pourrait dire qu'aujourd'hui les levées de capital investissement consacrées au continent africain sont quasiment à l'arrêt. Il y a un récent rapport du fonds de Tech Partech qui est sorti il y a une semaine ou 15 jours qui constatait que le financement des sociétés, des startups de techno s'était effondré de 54% en 2023. Et la conjoncture internationale, la situation internationale sur les taux a porté, on pourrait dire, un coup d'arrêt massif au financement international, c'est le mot international qui compte, de la start-up africaine. Alors pour pouvoir continuer cette discussion, j'ai commencé par céder la parole d'emblée, s'il le veut bien, au gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, M. André Rivol, qui offre la particularité pour être à la fois l'acteur central de la politique monétaire, mais d'avoir aussi un passé dans le monde de l'investissement qui lui permet de rejoindre les deux bouts. Et nous allons vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci.
Effectivement, c'est un sujet qui est important, le financement de l'économie. Je commencerai par présenter d'abord, je crois une partie a été déjà faite par Madame Ba tout à l'heure, que pour l'Afrique, près de 70% sont des rurales et travaillent dans le secteur PME d'une façon formelle ou informelle. Et malgré cela, on trouve 70% des PME, mais 20% seulement de l'apport en PIB. C'est une évaluation car les chiffres en Afrique, c'est très difficile à collecter. En Afrique subsaharienne, le segment de PME est une part significative de l'économie aussi, car ça représente 90% dans l'ensemble. Et on évalue 38% du PIB, hors tout ce qui est agriculture de subsistance. Pour Madagascar, nous avons à peu près 262 000 TPE, très petites entreprises et PME. Les PME apportent à peu près 29% de valeur ajoutée et 31% de création d'emplois. Ces micro-entreprises représentent quand même 96% des entreprises légalement formées. Si c'est ainsi la configuration, on peut dire que notre pays, Madagascar, est à vocation agricole. 76% de la population sont des paysans. Quand on parle de de-risking, c'est vraiment... on ne peut pas parler d'annulation. Les risques ne sera jamais zéro. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt réduire les risques et mitiger les risques pour pouvoir relancer l'économie. Et c'est là où c'est le débat actuellement, car à Madagascar particulièrement, on voit que les banques, il y a surliquidité. La semaine dernière, on a malheureusement été obligé de relever le taux de réserve obligatoire de 3 points, car il y a surliquidité sur le marché. Les banques ne prêtent pas. Mais en face, il y a beaucoup de petits et moyens entreprises, très petites entreprises qui se plaignent qu'ils ne trouvent pas de financement. Donc c'est dans ce sens que la Banque centrale est en train de réfléchir comment relancer l'économie et tout le monde est d'accord, les banquiers sont d'accord, il faut relancer l'économie. Mais la question c'est comment. Un autre volet qui est en face pour la Banque centrale, c'est le changement climatique et aussi tout ce qui est problème de l'inflation. La Banque centrale, les banques centrales, généralement, pour lutter contre l'inflation, il n'y a qu'un seul moyen, relever le taux, rendre l'argent plus cher. Rendre l'argent plus cher veut dire que les rendre plus cher aussi aux utilisateurs et ceux qui ont besoin de fonds. La lutte contre le changement climatique pour les banques centrales, c'est vraiment comment aider l'agriculture. Mais l'agriculture, dans les pays africains, c'est le secteur le plus risqué de tous les secteurs. Comment faire à ce moment-là? On a eu, la Banque centrale a eu une initiative d'abord pour rendre les flux financiers plus modernes. On a plusieurs banques centrales ont déjà fait, c'est de faire le switch national. Avec le switch national, les banques ne sont plus obligées de chercher des clients, mais il faut qu'ils se focalisent sur leur métier, financer les entreprises. Et c'est dans ce sens que les banques n'ont plus besoin d'avoir des crédits égale un client à la banque. Mais quel que soit le client, quelle que soit la banque où le client a un compte, les autres peuvent financer. Ça, et de un, c'est vraiment, nous trouvons que c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que comment mitiger le risque. Et c'est là où j'ai parlé avec mon collègue Yambé, c'est la garantie. Il y a déjà des fonds de garantie à Madagascar, il y en a 2, mais ils ne sont pas tellement actifs, disons. Ils sont dans les PME, plutôt tertiaires, plutôt des secteurs de la technologie, mais
très rare ou inexistant des garanties pour l'activité agricole. Et ce que nous voulons faire, c'est tout d'abord rendre le secteur agricole, les pousser vers l'agribusiness. C'est-à-dire, il y a un exemple que j'ai bien aimé quand j'étais administrateur en visitant le Rwanda. Ils ont fait terre égale action. Et c'est en créant une société par action de leur terrain, les agriculteurs puissent avoir bénéficié d'un terrain où ils sont membres d'une société d'actionnaires, société anonyme, l'État aide, l'État appuie, et ils ont une surface de terrain qu'on peut transformer en agribusiness. Et je crois que c'est sur ce genre de modèle qu'il faudrait vraiment analyser et pousser et mettre en place à Madagascar. Je pense que voilà les 3 axes où nous travaillons, et je m'arrête là pour respecter le temps. Merci. Alors, merci, monsieur le gouverneur. On savait que les banques centrales sont les sièges de la discipline, et donc je vous suis extrêmement reconnaissant. Vous avez appelé à parler de la garantie, vous avez même entamé complètement le sujet, et je pense que ça va être le sujet essentiel de l'intervenant qui va vous suivre, puisque monsieur Marc Aubdouin, qui depuis l'OMC, a justement pensé et développé ce type de produit. Oui, merci. Depuis une quinzaine d'années, je travaille avec les organisations multilatérales de développement dont on a beaucoup parlé ce matin, avec leur partie secteur privé, de façon à développer un système de garantie, de facilitation, de financement du commerce. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, le commerce international est une partie importante de l'activité des pays en voie de développement, et notamment en Afrique. Nous venons de faire une étude avec la SFI qui montre que dans les pays de la CEDEAO, les CEDEAO, les 4 plus grands pays, donc Nigeria, Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, pour les citer dans le désordre, ont un taux de commerce de 80% du PIB si on prend import-export, donc supérieur à la moyenne mondiale. Mais il y a un déficit de financement qui est très élevé, un besoin de financement qui est très élevé en matière de commerce. On estime par exemple que chez les grands pays commerçants, donc les États-Unis, mais aussi la Chine, le taux de financement du commerce est d'environ 80%. Donc pourquoi du financement du commerce ? Parce que l'exportateur n'enverra pas la marchandise tant qu'il n'est pas payé, et l'importateur ne paiera pas tant qu'il n'a pas été livré. Donc vous avez un décalage qui est important, et donc dans ces 4 pays où on a demandé aux banques et on a demandé aux entreprises, c'est 20% seulement du financement du commerce qui est financé, et alors que le taux de défaut sur le financement est de 0. Et de quasiment 0. La SFI, qui fait beaucoup de ces opérations et qui donne ces garanties, en a fait plus de 100 000 des opérations, pas dans ces pays, mais 70% de son portefeuille est en Afrique. Et il y a eu 0 défaut de paiement. Donc ça illustre ce que vous disiez, monsieur le gouverneur, mais également madame Ba, c'est-à-dire qu'il y a un énorme gap, déficit entre la perception du risque et le niveau du risque effectif, qui est très faible. Et donc il y a market failure. Il y a clairement market failure, c'est-à-dire manque de reconnaissance de la part du marché, à la fois du potentiel dans ce domaine-là, mais également du faible risque par rapport à la rentabilité de faire ces opérations. Autrement dit, la SFI va vous donner une garantie là où ce sera 10 points de base pour garantir une lettre de crédit en Europe, elle va faire 100 points de base en Afrique, elle va bien se payer pour ça, alors que le marché va vous proposer 500 points de base. Et donc, on a développé énormément cela. Ça a commencé tout petit. Monsieur Ross me rappelait qu'il avait connu ces programmes avec la BERD, qui s'appliquait à l'époque sur la Pologne, la Hongrie ou d'autres pays. Aujourd'hui, c'est 50 milliards de dollars de commerce mondial, c'est-à-dire environ 15 000 opérations de commerce par an qui sont garanties par les organisations multilatérales, c'est-à-dire l'ASFI, la Banque africaine, Afreximbank, la BERD et tout ça. Nous avons créé un réseau, des centaines de banques y participent,
Et donc, la multilatérale, dans une opération de commerce particulier, l'agrément est donné sous quelques heures, hein, puisqu'elles font due diligence sur ces banques, eh bien, elle prend en fait le rôle d'agence de crédit à l'export, tout simplement, c'est-à-dire elle donne sa garantie de non-paiement en cas de problème, mais il n'y a jamais de problème. Et donc, c'est comme ça qu'on rapproche les institutions. Alors, vous allez me dire, c'est une goutte d'eau parmi les 2,5 trillions de besoins de financement en commerce international et les 32 trillions de commerce international au niveau mondial. Oui, c'est peut-être une goutte d'eau, mais c'est ce qui permet aux banques de travailler ensemble et de réduire ce gap de confiance et ce gap de perception du risque. Et donc, nous continuons à soutenir ce type d'intervention. Donc 70% des opérations que font les multilatérales sont dirigées vers des pays AIDA eligible, mais également derrière, nous essayons de construire une infrastructure de façon à ce que le système financier des pays locaux, donc les banques partenaires, se renforce et petit à petit augmentent leur capacité à financer elles-mêmes le commerce. Comme je termine là-dessus, comme monsieur le gouverneur l'a dit, les banques africaines sont extrêmement rentables, sur liquide, 50% dans la zone que j'ai citée du bilan n'est pas prêté, une bonne partie est investie en bons du Trésor. Et donc, si on réduit cette déficit de confiance, plus de ressources iront dans le financement des opérations. Voilà. C'est une expérience que je donne et sur laquelle qui fonctionne très bien et très fortement encouragée par Ngozi, par Maktar Diop de la SFI et par tous les patrons de multilatérales, parce que c'est quelque chose qui marche, qui est demand-based, qui est demandé par les opérateurs privés. Et franchement, on satisfait une demande pour 5. Merci beaucoup d'avoir attiré toute notre attention sur ce sujet du financement du commerce international. C'est un point excessivement important, en particulier pour les PME qui ont des difficultés d'accès aux banques internationales. Et ça me permet en transition, parce que nous allons, je crois, maintenant plutôt nous s'autoriser sur les garanties, je dirais, du marché domestique, plus que du commerce international. Mais ça nous renvoie aussi à des dysfonctionnements ou des tensions dans les désirs contradictoires de la communauté internationale, puisque derrière les difficultés pour les banques africaines à trouver des correspondants pour leurs opérations de commerce international en dollars, il y a tout le sujet de la conformité qui éloigne ces grandes banques internationales, notamment du marché africain, et qui est une des raisons structurelles au taux extrêmement élevé de commissionnement sur le continent africain. Il n'y a en fait plus qu'une seule banque internationale qui fait du travail de banque correspondante en dollars, qui est Citibank. C'est une situation de monopole et il y a toutes les conséquences qui vont avec cette situation de monopole. Donc, merci de nous avoir attirés sur ce terrain. Alors, je me suis permis de proposer de changer l'ordre des présentations pour permettre à M. Ngeto Yambaye d'intervenir tout de suite, puisqu'il va nous permettre de continuer à parler garantie avec les développements impressionnants d'une institution africaine ancienne, mais qui prend un tour d'horizon complètement nouveau, le FAGAS. Merci Jean-Michel. Fabienne, j'ai une courte vidéo de 3 minutes pour pouvoir illustrer mon intervention, qui ça va être court pour compléter ce que notre collègue de l'OMC. En Afrique, le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, accompagne depuis plus de 40 ans la transformation positive des économies de ses États membres. Pour une croissance inclusive et pérenne de ces pays, le FAGAS s'engage aux côtés des institutions financières locales et régionales en partageant les risques liés au financement des projets. À ce jour, plus de 2500 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit du financement des économies des États membres, dont 70% en faveur du secteur privé, grâce à la garantie des prêts bancaires notamment. Avec le plan stratégique 2021-2025, le FAGAS se positionne comme une institution moderne contribuant au financement du développement et à l'intégration économique, sociale et financière de l'Afrique. Dans ce cadre, en adéquation avec les réalités économiques de ses États membres, le FAGAS a mis en place une nouvelle offre de garantie conforme aux attentes de ses partenaires financiers afin de mieux soutenir le financement des PME, PMI et des projets d'envergure.
À cet effet, le nouveau mode opératoire avec les banques est basé sur un engagement loyal entre les différents acteurs, un alignement d'intérêts pour un meilleur partage des risques, plus de rapidité dans le traitement des dossiers et une procédure efficace de gestion des défauts avec des règlements sans délai. Vous êtes une institution financière nationale, sous-régionale et internationale dont l'action concourt à l'intégration économique et sociale des États membres, une entreprise privée, publique ou mixte, en extension ou une start-up ayant son siège et son champ d'activité dans l'un des États membres. Le FAGAS est prêt à accompagner vos projets avec ses deux instruments de partage de risque, la garantie portefeuille et la garantie individuelle. La garantie portefeuille est une ligne de garantie sur laquelle la banque partenaire peut imputer des projets des PME-PMI qui remplissent les critères définis. La garantie individuelle s'adresse aux banques partenaires pour la couverture partielle des financements accordés aux projets d'envergure. Elle s'adresse aussi aux fonds de garantie ou aux banques dans le cadre de la regarantie ou co-garantie. Pour bénéficier de la garantie du fonds pour les crédits bancaires, le promoteur s'adresse à sa banque qui, après accord de financement, se réfère au FAGAS. Ainsi, pour les garanties portefeuille, la banque partenaire s'adresse au FAGAS. Pour la garantie des emprunts obligataires, le FAGAS est saisi par la SGI chargée de l'arrangement de l'opération. Pour la regarantie et la co-garantie, par une institution partenaire, une SGI ou par les banques prêteuses. Et enfin, pour les cautions sur marché, par la banque du promoteur. Dans ce cadre, le FAGAS intervient dans tous les secteurs d'activité autorisés dans ses États membres. Le FAGAS, c'est aussi le choix de la proximité. Merci Jean-Michel et merci Fabienne pour la présentation. En fait, ça résume un peu les activités du FAGAS pour ne pas que je puisse m'apprécier là-dessus. L'institution a 46 ans aujourd'hui et moi, je dirige cette institution depuis 3 ans et demi. Et je pense que j'ai eu beaucoup le soutien de mes partenaires de la FERDI qui, en termes de réflexion, m'ont amené à mettre en place un nouveau plan stratégique axé sur la modernisation. C'est-à-dire que l'institution qui a 46 ans n'était pas connue et l'institution qui a 46 ans n'avait pas d'impact. Nous avons essayé de réfléchir parce que la réflexion doit précéder l'action et je pense que c'est le rôle de la FERDI. La pensée du développement économique est au centre de la modernisation du FAGAS. Et nous avons fait un constat, que ce que vous avez déjà relevé, c'est que les économies africaines sont potentiellement riches et on n'arrive pas à réaliser ce potentiel-là. Les banques sont surliquides, mais elles sont frileuses à accorder du crédit. L'exemple des économies rurales, dont 70% des habitants africains y vivent, moi, je prends le cas de mon pays, le Tchad, où aucune banque ne donne de crédit aux agriculteurs ou aux entrepreneurs ruraux. Parce que le risque est énorme. Changement climatique, une saison qui n'est pas abondante, aucune banque ne veut y aller. Donc la solution, parce que nous sommes en face des économies africaines sous-bancarisées, et cela pose des problèmes parce que pour avoir accès à un crédit bancaire, il faut avoir un compte bancaire. Le taux de bancarisation, vous le savez, autour de 15%, dans mon pays, c'est 5%. Donc, l'écosystème actuel est incomplet et il faut vraiment les fonds de garantie qui viennent rassurer les banques pour les dérisquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le FAGAS accorde 50% de garantie, mais normalement, si on avait une surface financière plus élevée, on peut aller au-delà. En 3 ans, nous avons réalisé 4 500 milliards de francs CFA en garantie avec 0 risque. Ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que dérisquer signifie également qu'il faudrait que la personne soit du métier. Autant pour les banques, le banquier doit faire son travail de banquier, mais ne doit pas faire d'autres travaux comme la garantie. Et le FAGAS est spécialisé dans la garantie et dans la gestion des risques. Donc nous complétons ce que les banques font. Nous disons aux banquiers, nous on vous accompagne et ça permet également à réduire le taux d'intérêt sur les crédits. C'est-à-dire que, étant donné que nous, FAGAS, nous accordons 50% de risque. Si le crédit ou l'emprunteur est en faillite, nous remboursons les 50% de sa place. Donc, de plus en plus, les banques acceptent d'augmenter, au lieu de garder leur liquidité, aller à la banque centrale, accepter de faire le crédit. Mais également, aujourd'hui, avec les conditions draconiennes de Bâle, nous sommes à Bâle 3, bientôt Bâle 4, les banques sont obligées de venir. Mais les fonds de garantie n'existent pas pratiquement. Nous couvrons les fonds de garantie multilatérales en Afrique, moins de 10% du marché.
le commerce international, dont notre collègue disait ici, a besoin de garanties. Donc, nous travaillons pour que l'écosystème actuel, qui n'a pas de fonds de garantie parce que nous ne sommes pas réglementés, nous sommes considérés comme une banque de développement, et les sociétés d'assurance également qui manquent, doivent compléter la base incomplète afin que l'architecture financière en Afrique soit crédible et probant. Donc, ce qui manque pour le financement des entrepreneurs ruraux, c'est les garanties. Donc, on spécialise certains pays. Nous avons accompagné le Cameroun à créer 4 fonds de garantie dédiés à chaque secteur. Nous avons donc tous les pays membres. Et aujourd'hui, le FAGAS fédère les activités des fonds de garantie, en co-garantie ou en regarantie. Et nous mettons le professionnalisme et l'expertise au cœur du de-risking. Parce que si vous n'avez pas l'expertise, vous ne pouvez pas travailler dans un fonds de garantie. Parce que le travail est plus complexe que travailler dans une banque. Imaginez, on vous envoie un business plan qui n'est pas crédible, mais que le banquier peut vous envoyer, il s'en fout. Le banquier vous envoie parce que ce serait dérisqué. Le risque, c'est le fonds de garantie. Mais si vous financez, vous perdez de l'argent. Donc, on est obligé de réanalyser tous les dossiers envoyés par les banques. Et aujourd'hui, nous rejetons 40% des demandes de garantie parce qu'elles ne sont pas crédibles. Donc voilà, le chantier est vaste. Et je pense que la réflexion en cours, si on doit financer une économie africaine sous-financée, sous-bancarisée, nous devons faire la promotion des fonds de garantie. Nous devons renforcer les capitaux propres du fonds de garantie, développer les assurances afin d'accompagner surtout les entrepreneurs ruraux et l'économie rurale. Jean-Michel, merci. Merci Nieto pour ce plaidoyer passionné et passionnant, et à partir de ce qui est une analyse, une expérience concrète vécue de l'intérieur, ce que nous allons continuer à faire avec Jean-Marc Gravellini, qui par ailleurs préside la chaire agricole de la FERDI, et qui, je suppose, va nous entraîner particulièrement sur ce terrain rural, derrière les laiteries sahéliennes. Merci beaucoup Jean-Michel, et merci parce qu'en effet, en tant qu'animateur de la chaire modernisation des politiques agricoles africaines, j'ai été très sensible à ce que tu as dit dans ton introduction et l'importance effectivement de l'entrepreneuriat agricole. Alors, je crois que les collègues l'ont dit à plusieurs reprises, finalement, pourquoi mettre ce focus en particulier sur le secteur de l'agriculture, de l'élevage et des entrepreneurs? Les enjeux sont énormes. On a cité 65% des populations qui travaillent dans ce secteur-là, qui en vivent. 30% du PIB encore aujourd'hui, qui vient de l'agriculture. Mais c'est aussi un secteur avec des défis considérables. Et je pense évidemment à la crise qu'on a vécue ces derniers temps, la crise ukrainienne, avec des conséquences très rapides sur des risques de rupture d'approvisionnement en Afrique, et donc avec des conséquences qui pouvaient être désastreuses. Et ça m'a rappelé aussi la crise financière de 2008, où à l'époque aussi, on avait eu les émeutes de la faim qui avaient secoué effectivement plusieurs pays africains. Donc il y a un vrai enjeu qui tourne autour des sujets qu'on a évoqués, la souveraineté alimentaire, mais aussi la sécurité. Jean-Michel l'évoquait dans son propos introductif, la relation entre les éleveurs et les agriculteurs, l'exode rural, etc. Tout ça, ce sont des enjeux considérables. Donc, et en même temps, ce qu'il faut constater dans le même temps, c'est que, outre les difficultés pour atteindre cette souveraineté alimentaire, on constate aussi une perte, et je vais y revenir, une perte de productivité au cours des 10 dernières années. La FAO montre qu'on a perdu 20% en termes de productivité du secteur agricole en Afrique, ce qui est évidemment alarmant quand on voit la population qui progresse dans le même temps. Alors, il y a plein de raisons, on ne va pas les développer ici, mais il y en a une qui nous intéresse évidemment particulièrement, c'est le sous-financement du secteur agricole. Ce n'est pas la seule, il n'y a pas que ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais il y a 15 ans maintenant, Jean-Michel, tu t'en souviens, à Maputo, les ministres de l'Agriculture s'étaient engagés à consacrer 10% du budget des pays à l'agriculture. Aujourd'hui, la FAO elle nous dit elle-même, c'est dans le meilleur des cas 4%, et souvent entre 2 et 3%. Donc un gros déficit de financement public. Et puis, en même temps, mes collègues l'ont dit également, un déficit de financement du secteur privé, en tout cas de l'investissement privé. Alors, je voudrais axer, pour finalement rentrer dans le vif du sujet et faire des propositions, la suite de mon propos autour de 3 axes. Le premier, c'est qu'il faut
massivement aujourd'hui financer les entrepreneurs, l'entrepreneuriat privé agricole en Afrique. Et on a un modèle sur lequel on pourrait discuter, mais finalement, si on globalise un petit peu, on a une agriculture familiale qui est très présente, c'est l'essentiel des 60% d'actifs dans le secteur rural. On a des industries agroalimentaires, étrangères et nationales aussi, de plus en plus. Et véritablement, le maillon manquant, on pourra y revenir, c'est la PME, la TPE, la PME, Jean-Michel connaît bien, structurée, qui est capable effectivement d'emprunter, qui est capable de faire un partenariat avec des investisseurs. Et ça, dans la plupart des pays d'Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est vraiment le grand maillon. Et pourquoi il faut mettre cet accent? Parce que si on veut relever le défi de la sécurité alimentaire, il faut moderniser, et c'est l'appellation de la chaire, il faut moderniser l'agriculture africaine, il faut la rendre plus intensive, plus performante. Alors quand je dis ça, évidemment, il ne faut pas reproduire les erreurs qui ont été faites ailleurs, en Asie, évidemment aussi en Europe. Il y a un double défi, que certains disent une double révolution verte. Il faut davantage de productivité, davantage de performance et davantage de préservation de l'environnement, du climat. Donc le défi est évidemment considérable. Mais si on relève ce défi, on peut avoir des entrepreneurs qui vont aider à la structuration des filières, vont aider à leur intégration verticale, à plus de performance, à une proximité plus forte avec le marché. Et donc il y a une révolution probablement à conduire en termes de politique publique, mais cette révolution sera possible si on s'appuie sur ce maillon essentiel qui est l'entrepreneuriat agricole. Et je parle bien d'entrepreneurs agricoles. Le deuxième axe, c'est qu'il faut être lucide. Et je crois que Jean-Michel tout à l'heure disait que les entrepreneurs africains ne sont pas nés encore. Enfin, en tout cas, ils sont. Enfin, je ne veux pas transformer ton propos, mais ils sont massivement à venir devant nous. Et il faut aussi qu'ils puissent s'insérer dans les circuits financiers. Et je pense qu'on en a souvent discuté avec Jean-Michel. On a un défi considérable devant nous pour amener ces entrepreneurs, notamment dans le secteur agricole, à être, pardonnez-moi l'expression, mais crédibles vis-à-vis des institutions bancaires, vis-à-vis des institutions de garantie, vis-à-vis des investisseurs. Et ça, c'est un véritable défi. Un exemple, avec la crise, la guerre en Ukraine, l'Europe et la France ont lancé l'initiative Farm, qui a été lancée au Cameroun. Et je dois dire que le patronat camerounais a vraiment joué le jeu. Et ils ont lancé tout un processus pour identifier des projets. Et ils ont identifié, il y a 800 projets, un appel à projets qui a été lancé. Bon, le Cameroun est un pays agricole, 800 projets qui sont remontés. Le patronat, en relation avec des acteurs, a fait un premier travail de tri. Et finalement, ils ont sélectionné 20 par étapes successives, mais 20 projets qui ont été présentés à la communauté. Et aujourd'hui, je vous assure, si on est objectif, il y a un projet qui est bancable immédiatement. Et puis il y en a 3 ou 4 qui auraient besoin d'un appui pour l'être assez rapidement. Mais tous les autres, ce sont des bons protégés, un beau potentiel, mais il n'y a pas de business plan, il y a des lacunes techniques, etc. Et ça, si on parle de moderniser l'agriculture, si on parle de financer l'entrepreneuriat, on ne peut pas considérer que les financeurs prendront des risques inconsidérés. Il faut donc faire en sorte qu'il y ait une mise à niveau, une élévation importante du niveau de la qualité des demandes d'investissement, rendre en quelque sorte la demande bancable. Et puis le troisième axe, et donc Fatoumata Ba l'a évoqué tout à l'heure, et l'a fort bien mentionné, il faut mobiliser le financement privé pour financer ces agriculteurs. Et il faut clairement, alors tout le monde l'a dit, dérisquer en quelque sorte, atténuer la prise de risque. Et au niveau de la chaire modernisation de l'agriculture, nous avons été donc sollicités par l'UMOA, qui nous a demandé de faire un travail sur, à la fois d'analyse et de proposition. Et après ce travail, au niveau de la chaire, nous sommes convaincus, et d'ailleurs on va partager ces informations avec l'UMOA et d'autres acteurs, j'y reviendrai, nous sommes convaincus qu'il faut aujourd'hui véritablement, au sein de même instrument, de notre point de vue dédié à l'agriculture, mais ça peut être pour d'autres secteurs également, mais au sein de même instrument, mélanger les ressources, mixer des ressources qui viennent du marché, qui vont chercher, et il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas en avoir honte, qui vont chercher la rentabilité et la performance, peut-être un peu moindre
parce qu'effectivement, on est dans un contexte particulier, mais il faut leur offrir la rentabilité avec des ressources venant de fonds philanthropiques, de bailleurs de fonds, d'États, d'organisations régionales, qui, elles, vont chercher, pour faire court, l'impact et qui accepteront une rentabilité moindre. Et là, c'est quand même Jean-Michel, c'est au cœur de tes préoccupations, mais c'est quand même une révolution, parce qu'il faut dire, on mixte de l'argent junior et de l'argent senior, de manière à ce que l'argent senior trouve une rentabilité, et que l'argent junior, en quelque sorte, atténue la prise de risque. Et ça, c'est important parce que ça permet un effet de levier, de notre point de vue, considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a soit des fonds qui travaillent uniquement avec des ressources privées, et ils sont limités, et Jean-Michel l'a indiqué, on a du mal à lever des ressources, soit des fonds qui travaillent uniquement avec de l'argent public, et là, on a, bon, je viens de ce monde, mais on a des lourdeurs quand même en termes de prise de risque et de réponse à la question. Donc il faut mixer en quelque sorte les ressources, mixer, je regarde la montre, ça va, j'ai encore quelques secondes, mixer les mentalités également pour atteindre ce niveau de performance. Donc, alors cette étude qui a été faite par la FERDI pour le compte de l'UMOA, on voudrait donc dans les prochains mois la partager avec toutes les parties prenantes, et en particulier donc une association d'entreprises privées françaises qui s'intéressent, qui investissent à l'Afrique, voudrait s'associer à la FERDI et à l'UMOA pour faire la promotion de cet outil auprès des parties prenantes. Et encore une fois, je terminerai par là, les parties prenantes, c'est évidemment les gouvernements du Sud comme du Nord, c'est les institutions régionales type UMOA, CEDEAO, etc. Ce sont des fonds philanthropiques, et il en existe, et puis ce sont aussi des investisseurs privés. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et avant de céder la parole à Pierre, qui va conclure notre premier tour de table et que je vais convoquer d'une certaine manière, pas simplement dans son incarnation de GDN, mais comme l'ancien chef économiste de l'AFD, je voudrais dire quand même que si on a eu des propos très positifs ou relativisants sur la réalité du risque africain, ce risque, il existe. S'il y a eu un effondrement de 54% l'année dernière des financements en fonds propres de la tech africaine, c'est que dans les 2 dernières années, dû notamment aux circonstances de marché, la tech africaine a été un océan, un bain de sang. Si nous avons un très fort ralentissement des investissements dans l'énergie décentralisée verte aujourd'hui, c'est que l'essentiel des fonds d'investissement qui sont consacrés à ces activités ont pris le bouillon. Donc il y a des risques de marché et ils sont d'autant plus importants qu'on traite des pays les plus petits, les plus fragiles, qu'on traite des secteurs les plus innovants et qu'on traite des entreprises les plus petites. Voilà. Et la concentration de ces 3 sujets, et le secteur agricole est au croisement de beaucoup de ces problématiques, définit les profils de risque, mais aussi la légitimité d'une intervention de politique publique pour renverser cette problématique. Pierre, tu as la parole. Merci beaucoup. Alors, tout a été dit. J'avoue que j'ai été assez convaincu. Donc je peux dire le reste, mais c'est ça, redire moins bien ce qui a déjà été dit. Je voudrais prendre un tout petit peu de recul et revenir à ce que nous disait Chanta hier, en disant qu'il interprétait les 3 phases dont nous parlaient Alain et Elisabeth comme une première phase où la vision de la croissance était fondée sur le rôle du gouvernement, et puis une deuxième phase où, en fonction des échecs perçus et analysés, notamment après le choc pétrolier dans les années 70, on était passé à une vision de tout marché. Et je crois vraiment que ce qui caractérise la nouvelle phase, c'est cette nécessité de formaliser la coopération nécessaire entre le gouvernement et les marchés. Ce n'est pas un sujet nouveau. Je me souviens d'un ouvrage formidable de Charles Wolfe qui a été publié en plusieurs éditions, mais la toute première édition était, je crois, dans les années 80, qui s'appelait Governments and Markets, et qui déjà disait, mais on a une théorie des défaillances de marché, il est urgent de la compléter par une théorie des défaillances du gouvernement. Et il y en a beaucoup. Et je crois que quand on comprend les défaillances du marché et les défaillances du gouvernement, on a ce qu'il faut pour essayer de penser la coopération entre les deux. Donc finalement, ce débat que nous avons s'inscrit bien dans le débat que nous avons commencé à avoir hier.
Alors, cette idée de mixité, hein, de fonds mix, qui est devenue aujourd'hui à la mode, ben oui, le problème, c'est qu'elle est devenue un peu à la mode, et c'est devenu une sorte de pensée magique. C'est la solution au problème. Il n'y a pas assez de financement public. On a besoin de trillions de financements, donc on va faire appel au secteur privé. Et ce que ce débat vient de montrer ici, c'est que oui, il y a des choses à faire, mais c'est très concret, très compliqué, très pratique, et il faut aller vraiment au charbon pour faire. Il faut aller à charbon dans l'analyse de risque, dans la compréhension des besoins, dans la formation des gens. Donc ce n'est pas quelque chose qui va émerger tout seul. Et mon premier message, c'est que c'est une révolution à faire dans les agences de développement. Alors certaines sont mieux équipées que d'autres. Je pense par exemple à l'AFD, qui a une culture financière très forte. Je pense que c'est une institution qui est tout à fait équipée pour franchir ce pas-là. En revanche, une bonne partie de l'aide au développement est organisée dans des ministres des Affaires étrangères qui font des choses très bien, mais qui ont une culture du don. Et la culture du don n'est pas une culture financière. Donc ce n'est pas une culture d'analyse de risque, parce que quand on donne, on ne prend pas de risque. On prend un risque quand on met du capital, quand on prête, et on est obligé de l'analyser. Et je crois que c'est une des difficultés pratiques très considérables. Si on veut être sérieux dans le partage public-privé, dans le bundling, dans la mixité des financements, il faut qu'on ait du côté public une capacité d'analyse de risque beaucoup plus développée que ce qu'elle est. Alors ensuite, il y a cette idée assez magique aussi qu'on va mettre de l'argent public, donc les fonds privés vont se précipiter. Et là, je crois qu'il faut se demander pourquoi les fonds privés n'y vont pas. Là aussi, c'est une vieille question. Il y a un prix Nobel d'économie, Robert Lucas, qui a fait un papier très connu dans les années 90, et le titre, c'était « Why doesn't capital flow from rich countries to poor countries ?» Et c'est vrai que dit comme ça, on se dit, mais c'est curieux, ces théoriciens qui se posent des questions quand même auxquelles le bon sens permet de répondre. Et en fait, la raison pour laquelle il se pose la question, c'est que dans les modèles néoclassiques des économies, dans lesquels les marchés fonctionnent bien et dans lesquels le capital est en rendement, enfin les facteurs sont à rendement décroissant, eh bien, on a cette idée que lorsque le capital est rare, il va être rémunéré davantage. Donc, comme il est rare dans les pays en développement, la rentabilité est supérieure, donc on devrait se précipiter dans les pays en développement. Et là, ce que ce raisonnement oublie, c'est qu'il y a des externalités et que la rentabilité du capital dépend du capital existant, du capital physique, infrastructure, et du capital humain, par exemple. Et donc, le capital n'est pas plus rentable dans les pays en développement. Et l'une des raisons pour lesquelles les investisseurs n'y vont pas, c'est certes une insuffisance d'information. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'évaluation des risques, mais ça on y reviendra. Mais c'est aussi le fait qu'ils ont des tas d'alternatives qui sont beaucoup plus faciles à aller chercher dans les pays riches, avec des besoins là aussi considérables. Et donc il y a une concurrence dans laquelle il ne suffit pas probablement de dérisquer un projet pour que ça change les flux de capitaux. Et alors ça me conduit à cette idée qu'on a besoin de s'appuyer sur l'épargne locale et la mobilisation de l'épargne locale, ce qui amène à penser le développement des systèmes financiers, parce qu'on a besoin de véhicules locaux, et qu'on ne peut pas simplement se reposer sur des investisseurs étrangers qu'on voudrait faire venir, même si je crois qu'il ne faut pas abandonner cette idée. Hein. C'est quand même une idée qui me semble importante à poursuivre. Alors, j'ai parlé du besoin d'analyse des risques. Alors, je voudrais dire que ça ne suffit pas pour mettre de l'argent public là-dedans. Je crois qu'il faut qu'on ait, et là aussi, ça fait le lien avec des choses qui ont été dites hier, on a besoin de fonds concessionnels, ça a été dit, on a besoin de fonds publics concessionnels gratuits, et on ne peut pas les mettre à disposition sans se demander quel va en être l'impact. Et je crois que ce dérisking, ce dérisquage en français, il ne se justifie que si on poursuit des impacts sociaux qui vont au-delà de la rentabilité privée. Donc une première condition pour dérisquer, c'est que la rentabilité des projets qu'on dérisque est une contribution sociale qui soit supérieure à la rentabilité privée. Et je ne suis pas sûr que ça s'applique à tous les startups dans les pays africains. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille dire qu'il faut dérisquer les startups avec de l'argent public, sauf si ces startups contribuent en effet à un bien-être social qui va au-delà du rendement privé que pourraient avoir les investisseurs. Et alors évidemment,
il y a derrière une analyse à faire qui est assez complexe. La deuxième condition pour dérisquer, c'est qu'il n'y ait pas d'usage alternatif des fonds privés qui conduirait à un meilleur ratio entre retours sociaux et coûts pour le contribuable. Alors là aussi, c'est une question de jugement et d'analyse. Il n'y aura jamais de quantification sûre de tout cela. Mais je crois que c'est important, en tout cas, de se poser la question. Et ce que je veux dire, en fait, en énonçant ces conditions, et ça a été très bien dit dans un papier d'un économiste de la Banque interaméricaine de développement qui s'appelle Mathieu Pégon, qui a travaillé sur cette notion du dérisking, c'est qu'en fait, on a besoin d'établir une méthodologie. Si on veut que ça marche, il faut qu'on ait une stratégie et une méthodologie. La stratégie doit expliquer pourquoi on mettrait de l'argent public pour dérisquer, et la méthodologie consiste à avoir le processus de décision qui va être ancré sur des réflexions sérieuses d'analyse de risque et de partage des risques. On dit dérisquer, mais à part un dérisquage qui pourrait venir d'une meilleure information, d'une meilleure analyse, le reste, ce n'est pas du dérisquage, c'est du partage de risques. Et pour partager le risque, il faut trouver les bonnes personnes pour les prendre. Donc il faut avoir une histoire qui va nous permettre d'expliquer pourquoi les contribuables des pays donneurs, par exemple, prendraient du risque que ne vont pas prendre les acteurs privés. C'est essentiel à la crédibilité de la méthode. Et puis, je crois que l'objectif, je l'ai un petit peu dit, ne peut pas être réduit à l'effet de levier. Je crois que l'effet de levier est très important. On a besoin de dérisquer pour permettre de mobiliser toute cette somme d'épargne, surtout l'épargne locale d'ailleurs. Mais ce qui va compter, c'est la qualité de l'investissement. Et donc, là encore, l'impact qu'on en attend. Ce qui veut dire que ces opérations, si on y met de l'argent public, il faut en même temps les évaluer. Et il faut en même temps apprendre des évaluations. Parce que c'est ça, là aussi, qui va fonder la crédibilité, donc la durabilité du mécanisme. Donc voilà, moi je suis extrêmement convaincu par le bien fondé de l'approche. Je crois que c'est devenu un effet de mode de parler du blending et de la mobilisation des fonds privés, mais il ne faut pas abandonner parce qu'il y a des idées très importantes et très concrètes qui peuvent être mises en œuvre, mais c'est une révolution culturelle dans les agences de développement notamment, et pas seulement. Et je pense que ce débat est une façon de faire avancer les choses, et j'espère qu'il y aura des suites. Voilà, merci. Merci beaucoup Pierre d'avoir introduit du questionnement économique à l'intérieur de notre débat qu'on pourrait qualifier dans l'approche de praticien. On a quelques minutes pour donner la parole à la salle, et dans cette transition, à l'appui de ce que tu viens de dire, je voudrais partager très brièvement quelques chiffres. Aujourd'hui, les attentes des investisseurs internationaux en matière de taux de rendement interne, de TRI, dans les investissements en capital, je dirais en Afrique subsaharienne, tournent autour de 15% de TRI. Et les WACC moyens enregistrés sur les sociétés internationales investies sur le continent africain sont dans la gamme 12-15%. Bon. Ce qui est très nettement supérieur au taux de croissance nominal des économies africaines, hein, et qui s'explique par le fait qu'aujourd'hui, les TRI attendus et constatés sur les investissements à risque en fonds propres, par exemple en Europe, sont plutôt dans les 8-9%. Hein. Et si on y ajoute les primes de risque liées au risque de change et au risque souverain, risque politique, qui s'ajoutent à ces investissements internationaux, on rentre dans ces 15%. Or, on atteint ces 15%, on justifie les 15%, parce qu'il est évident que personne ne va aller investir en dehors de ses frontières pour des rendements inférieurs à ceux qu'ils peuvent obtenir sur ses propres marchés. Or, si on regarde la rentabilité du capital dans l'univers du capital risque, en Afrique subsaharienne, il y a une dichotomie très importante entre ce qu'on pourrait appeler les rendements économiques et les rendements financiers. Dans un portefeuille comme celui d'IEP, par exemple, qui est composé essentiellement de petites entreprises en croissance rapide, les taux de moyens de croissance de la valeur ajoutée produite par des entreprises dans lesquelles nous sommes investis est d'environ 5 fois la croissance des PIB des pays. C'est-à-dire qu'en gros, là où dans un pays où le taux de croissance du PIB est de 5%, en gros, les croissances des valeurs ajoutées des entreprises en portefeuille sont 25%.
Donc on pourrait dire le rendement économique est de l'ordre de 25%, si on est très approximativement, mais les rendements financiers investisseurs sont de l'ordre de 2-3%. Et donc, il est très important de bien cerner cette différence entre taux de rendement économique et taux de rendement financier, parce que cette différence est la justification, la légitimation de l'intervention en politique publique, mais aussi l'explication de la raison pour laquelle on a peu d'investisseurs privés. Et bien entendu, il faudrait rentrer dans le détail pour expliquer pourquoi on a effectivement cette cascade de pertes de rentabilité et de coûts qui est liée au coût, qui est liée à la fiscalité, qui est liée à des risques qu'on pourrait qualifier souverains ou naturels, mais qui est aussi liée à la petite taille de ce secteur privé. Et donc qui en crée des coûts d'atteinte, des coûts d'accès très supérieurs à ceux qui existent dans les pays industriels. Donc c'est autour de ces chiffres qu'il faut poursuivre le débat sur la légitimité de la politique publique et d'intervention. C'est une des ambitions d'ailleurs de la chaire, parce qu'il est évident qu'on ne pourra jamais entraîner des bailleurs de fonds ou des gouvernements nationaux africains à s'engager dans des politiques d'intervention du secteur privé si on n'est pas capable de légitimer en rationalité et en bonne économie ces interventions. J'ai été un petit peu long, pardonnez-moi. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer ? Serge, on t'amène apparemment un... Merci. Alors, ce serait une question pour Pierre. Je trouvais très intéressant ta réflexion, Pierre, sur le fait que pour utiliser des instruments au financement public pour dérisquer, il faudrait cibler des investissements privés, si j'ai bien compris, dont on est capable de mesurer qu'ils ont un impact social et un impact social élevé ou supérieur à l'intérêt privé. Mais ma question, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer ça et d'en faire un critère d'éligibilité? Parce qu'a priori, tout investissement privé va se traduire avec un minimum de création d'emplois et de création de valeur ajoutée. Et par définition, la création de valeur ajoutée, elle a un impact social. Donc, comment on pourrait mesurer cet impact social si on en fait un critère d'éligibilité? L'autre condition que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'il faut s'assurer que, et je vais revenir sur la mesure et s'assurer que, etc., il faut s'assurer que si l'investissement se faisait sans intervention publique, s'il se fait, le taux de rentabilité serait inférieur au taux, au seuil à partir duquel l'investisseur prendra la décision. D'accord ? Et donc, ça veut dire que l'apport du privé ajoute quelque chose de supplémentaire. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la métrique. J'ai toujours, c'était un de nos sujets de discussion avec Jean-Michel à l'AFD sur le besoin de métrique et le grand scepticisme vis-à-vis des métriques. Je crois que c'est une question de jugement. Mais pour exercer le jugement, il faut une métrique, il faut avoir des chiffres. Mais si on utilise les chiffres en ayant conscience de ceux qui disent et ceux qui ne disent pas, on peut finalement être un peu confiant dans la capacité de juger si on va de l'avant ou pas. Et on se trompera. Mais enfin, on se trompe déjà. Alors ça amène d'ailleurs une autre réflexion. Je n'hésite pas à la faire parce que c'est toujours, à mon avis, important. Quand on est en train de parler de réformes, de changements, de choses nouvelles à faire, immédiatement, on a des débats sur l'imperfection de ce qu'on propose et les risques de ce qu'on propose. Mais l'alternative, c'est de ne rien faire. Et l'alternative, aujourd'hui, elle n'est pas acceptable. Et donc, je crois qu'il faut prendre le risque d'aller de l'avant en innovant. C'est une innovation. Et peut-être on apprendra en le faisant à mieux appréhender les situations, à mieux appréhender les risques, etc. Mais tu as parfaitement raison d'insister là-dessus. In fine, on prendra le risque d'aller de l'avant et on peut se tromper. Proposer à chacun d'entre vous d'avoir une minute de conclusion qui vous permettra de rebondir sur un sujet qui vous aurait particulièrement frappé ou un message final que vous voudriez passer. Et du coup, nous allons commencer par Jean-Marc.
Oui, merci Jean-Michel. Je voudrais justement en une minute rebondir sur l'échange qui vient d'avoir lieu finalement entre Pierre et Serge. Je pense qu'on est vraiment au cœur d'un sujet important, hein, la mesure en quelque sorte, l'évaluation de l'impact, parce qu'il faut dire objectivement, hein, les bailleurs de fonds déjà aujourd'hui font du blending avec des ressources publiques et ils vont chercher des subventions au niveau de l'Union européenne ou même dans les budgets nationaux, je pense à l'AFD bien évidemment. Mais alors là, on est vraiment déjà, d'ores et déjà, hein, je parle sous contrôle N, dans la mesure, dans la justification de l'impact. Pourquoi de l'argent public finalement? Parce que quand on rentre dans cette mécanique, pourquoi de l'argent public aide un privé à investir et au bout du compte à distribuer des dividendes? Et cette contrainte-là, elle est encore très forte. Et je suis complètement d'accord avec la conclusion de Pierre. Je pense qu'on n'en sortira pas parce qu'il y a un débat idéologique, il y a un débat de méthodologie. Il faut aujourd'hui innover, aller de l'avant et considérer que globalement, face aux enjeux dont on a parlé, il faut franchir le pas aujourd'hui et faire cette révolution. Bon message encourageant. Guetto, à toi. Merci Jean-Michel. Je voudrais simplement dire que les fonds de garantie en Afrique sont en train de gagner le pari du sous-financement des économies africaines. Mais ces fonds ont besoin d'être accompagnés. C'est-à-dire que les politiques publiques qui sont défaillantes doivent contribuer à mettre en place une régulation correcte pour que le partenariat entre les banques, les marchés financiers et les fonds de garantie permette de booster le financement et le développement. Les ODD sont là. Bientôt, je pense qu'on va les évaluer comme on l'a fait en 2016. Mais il faudrait que les institutions de Bretton Woods, qui sont plus écoutés par nos pays africains, viennent également visiter les fonds de garantie pour que le risque systémique ne puisse pas paraître. Parce qu'effectivement, le danger de gérer les risques, c'est que les fonds de garantie eux-mêmes sont très risqués. Parce que si vous n'êtes pas professionnel, la faillite est à la porte. Donc, je vois mes amis, mes anciens amis du Fonds monétaire ici dans la salle et de la Banque mondiale. Venez visiter les fonds de garantie africains. Et les autres partenaires européens également, venez visiter parce que le risque est énorme. Le risque systémique, si on fait des garanties par complaisance, on va créer des risques systémiques qui vont détruire l'économie. Je vous remercie. À nous, Bretton Woods. Monsieur le gouverneur. Moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout ce qui a été dit tout à l'heure sur la perception du secteur. Je pense que le secteur agricole, les petites et moyens, devraient soigner leur image, avoir des centres d'incubation, faire l'entrepreneuriat agricole pour qu'on puisse les aider et les cadrer. Et je pense que si les terres arables, il y en a des millions d'hectares, mais il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie et c'est impossible de les exploiter. À ce moment-là, c'est l'investissement public. Dans ce sens, c'est important. Je pense que si on arrive à faire ces deux, investissement public pour faire des barrages, des routes, faciliter l'accès agricole, et de l'autre côté, l'entrepreneuriat agricole mis en place, là, ça va rendre visible ce secteur pour les aider et avoir des accès garantis, accès au crédit. Je pense que ce sont les deux aspects que je voudrais retenir et plaidoyer pour que ça avance dans ce sens. Merci. Monsieur le gouverneur, vous faites un plaidoyer pour la convergence des luttes. Bravo. Merci, monsieur le gouverneur. Deux petites choses à dire. La première, c'est que dans les garanties internationales dont je parlais aujourd'hui, et on parlait de la révolution des agences nationales de développement, Proparco vient de signer avec la SFI. Donc, elle s'engage maintenant à faire elle-même des garanties privées et travailler avec les multilatérales de façon à améliorer cette approche. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas simplement de donner des garanties, il faut également structurer le marché. Une partie des coûts dont on parlait, c'est essayer d'améliorer le financement non bancaire de l'économie, parce que le bancaire ne fait que ce qu'il peut faire. Donc, essayer de créer un marché d'affacturage, d'assurance crédit, tout un tas d'infrastructures économiques qui sont nécessaires, qui existent dans les pays plus développés et qui permettent de faire la mitigation du risque, de réduire les coûts, de donner une infrastructure économique viable. Et c'est ce que nous faisons en complément de
des systèmes de garantie. Nous faisons beaucoup d'assistance technique pour créer tous ces marchés là où on nous demande de le faire. Voilà. Et c'est un rappel sain du fait que renforcement des compétences et transfert financier marchent main dans la main comme toujours. Alors, en un mot, je voudrais faire en guise de conclusion un lien entre notre conversation de cet après-midi et celle de ce matin. On a parlé ce matin de transferts internationaux, mais on a parlé aussi, notamment dans la dernière session, de la nécessité d'accroître les ressources nationales pour financer le développement d'une manière internalisée, appropriée, nationale. Et il est évident que c'est ce secteur productif national qui, en croissant, va fournir, via la fiscalité, aux États les moyens de développer leur politique publique nationale sur la base de leurs propres références. C'est pour ça que la conversation que nous avons aujourd'hui n'est pas seulement le sujet ou l'enjeu, comme on l'a commencé, de la création de l'emploi, de la sécurité, de la stabilité, mais aussi la capacité de la possibilité pour les États de mener des politiques de développement qui soient complètement leurs. Je crois qu'on peut vous reconnaître à tous que nos panélistes ont fait un super boulot de présentation dans un temps record d'un sujet aussi complexe, et c'est pour ça que je vous demande de les applaudir chaleureusement.